Alors, nous allons reprendre notre conférence. Le prochain intervenant, comme vous pouvez le constater, il n'a pas pu se déplacer pour des raisons de santé. Donc, la technologie nous aide à ce point-là. C'est M. Patrick Mbeko. Il pourra se présenter en long et en large, géopolitologue, spécialiste de la région de Grand Lac. C'est un penseur africain. Il aime bien qu'on le présente ainsi. Et donc, voilà, il est aussi auteur, Patrick Mbeko. Patrick va nous dresser un portrait historique, parce que quand on traite d'un sujet aussi sensible que le viol et violences sexuelles, ça a commencé quelque part, et puis on vient d'ouvrir un front. Nous c'est un front qu'on ouvre d'informations qui va certainement aboutir avec des actions concrètes, et donc ça ne fait que commencer. On voulait l'expertise de Patrick parce qu'il a beaucoup travaillé sur la région des Grands Lacs et il continue à le faire d'ailleurs, il sillonne le monde pour ça. Donc il va nous dresser un portrait historique et en même temps nous parler du sujet selon ses recherches et puis on va vraiment être éclairé là-dessus. Donc Patrick, tu vas avoir la parole, mais je vais juste lire un texte pour nos téléspectateurs, puisque ça se passe via le net. Donc, depuis plus de 2 décennies, les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo subissent viols, violences, déplacements forcés et morts. Selon les Nations Unies, au moins 15 000 cas de viols ont été signalés en 2009. Et les violences sexuelles continuent d'être perpétrées quotidiennement dans la quasi-impunité. Par ailleurs, selon le docteur Denis Mukwege, directeur général de l'hôpital de Panzi et prix Nobel de la paix 2018, ce sont plus de 50 000 femmes qui ont été soignées dans son hôpital sur près d'1 million de victimes répertoriées en RDC depuis 1996. Devant cette situation inédite, comment agir en tant que Congolais, Sherbrookois, Québécois et Canadiens dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale. Donc Patrick, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je tiens quand même avant de commencer à vous adresser mes excuses. J'aurais dû être là. J'aurais vraiment voulu être là, mais pour des raisons de santé, je n'ai pas pu faire le déplacement. Mais je tenais quand même à intervenir sur ce sujet et échanger avec vous. Raison pour laquelle j'avais demandé s'il était possible que je puisse intervenir via le net, via Skype, et Dieu merci, la technologie aujourd'hui permet de le faire. Donc encore une fois, je vous présente mes excuses pour mon absence. Question du viol, des violences sexuelles à l'est du Congo est une question très sensible qui soulève souvent les passions. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été écrits, qui ont été rédigés à ce sujet par les organisations internationales, par les Nations Unies. Tous ces rapports qui étaient de manière très concrète, en fait, la question de ces violences sexuelles n'aborde pas souvent une question essentielle qui est celle de savoir qui sont les responsables de ces violences sexuelles qui se font de manière systématique à l'est du Congo. Le viol, on a parlé au Congo du viol comme arme de guerre. Pourquoi le viol est une arme de guerre et pour quelles raisons? Qui sont les acteurs derrière ces viols et qui profitent aussi de ces violences sexuelles? C'est à ces questions que je traite certaines réponses. Je vais essayer d'apporter ma modeste contribution à la compréhension de cet enjeu qui, au-delà de questions sexuelles, couvre d'autres enjeux d'ordre géopolitique, économique, voire politique. Et pour comprendre en fait la question des violences sexuelles, il faut remonter très loin à l'histoire du Rwanda. Ça peut paraître pour certains surprenant, mais
peut pas aujourd'hui comprendre l'instabilité qui perdure à l'est du Congo, les questions de violence sexuelle, sans avoir un regard braqué sur le rétroviseur de l'histoire, notamment sur le génocide rwandais, ces catastrophes, en fait, ces suites catastrophiques à l'est du Congo. Comme on le sait, le Congo a été déstabilisé à la suite des événements qui se sont déroulés au Rwanda. Et au Rwanda, on a eu affaire à une guerre civile qui a commencé le 1er octobre 1990, lorsque des rebelles tutsis appartenant à l'armée ougandaise ont envahi leur pays d'origine, le Rwanda, à partir de ce pays qu'on appelle le Rwanda. Donc il y a eu une guerre qui a duré 4 ans, qui va culminer le 6 avril 1994 à ce qu'on a appelé le génocide rwandais, qui découle en fait de l'assassinat du président rwandais qui était à l'époque, le président Juvenal Habyarimana. Et donc à la suite de ce génocide, les rebelles tutsis ont conquis le pouvoir à Kigali et se sont emparés de tout le pays, le Rwanda. Alors la guerre, il faut-il le dire, opposait deux factions. Il y avait les rebelles tutsis d'un côté, le gouvernemental qui était vraiment dominé par les Hutus. Et donc, après la victoire des rebelles tutsis, les Hutus, le gouvernement déchu Hutu, l'armée déchue, les milices qui avaient participé au massacre, ainsi qu'une bonne partie de la population se sont déplacés et se sont trouvés dans les pays voisins, notamment en Tanzanie et à l'est du Congo. Et donc, on avait à l'époque près de 2 millions de réfugiés rwandais dans les régions du nord et du sud Kivu. Et vous allez comprendre que les violences sexuelles se déroulent souvent dans ces régions-là. Et vous allez aussi comprendre que dans d'autres régions du Congo, on a signalé des cas de viol, mais les parties où le viol est utilisé comme arme de guerre, c'est dans les 2 régions où se sont retrouvés les Hutus qui avaient pris la conquête du pouvoir, par le Front patriotique rwandais qui était dirigé par les rebelles tutsis. Donc ça date de juillet 1994, l'arrivée des Hutus à l'est du Congo. Et pendant 2 ans, il y a eu un débat important au Conseil de sécurité aux Nations Unies sur le rappel de ces Hutus chez eux. Mais étant donné que c'était des sujets, on ne pouvait pas les passer de force, parce que ce serait contrevenir aux droits internationaux qui concernent les réfugiés. Et donc, il y a une négociation entre le Rwanda, les autorités congolaises, à l'époque, le Congo s'appelait le Zaïre, et le HCR, le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour qu'on trouve une solution à la question des réfugiés qui étaient au Zaïre, dans la RDC. Et pendant 2 ans, le nouvel enfant du Rwanda, Paul Kagame, va bloquer toutes les initiatives pour rapatrier les réfugiés au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il tenait à se servir de la présence de ces réfugiés-là pour attaquer le Zaïre, donc l'actuelle RDC. Et donc, là, vous voyez, on part de la guerre du Rwanda, on se retrouve au Congo, et on parle maintenant de l'invasion du Zaïre par le Rwanda au prétexte de démonter les camps de réfugiés qui se trouvent à l'est du pays. Le Rwanda va prétexter que ces camps hébergent les génocidaires, donc ceux qui ont été responsables en partie des massacres des Tutsis et même Hutus au Rwanda. Et donc, c'est sous prétexte de démonter les camps de réfugiés que le Rwanda, appuyé par l'Ouganda et le Burundi, va attaquer le Zaïre le 13 octobre 1996. Donc, ça va être le début de la guerre à l'est, non seulement à l'est de la RDC, mais dans toute la RDC, parce que les Rwandais et les Ougandais vont mettre en place une rébellion de façade congolaise, mais qui est en réalité dirigée par eux-mêmes. À la tête de cette rébellion, on va mettre un monsieur qui s'appelle Laurent Désiré Kabila. Et donc, Laurent Désiré Kabila sera soutenu dans cette aventure guerrière juste à la chute de Mobutu, qui était le président du Congo à l'époque, du Zaïre à l'époque, le 17 mai 1997. Cette guerre, un des guerres importants qu'il faut d'ailleurs préciser par rapport à cette guerre, c'est que le Rwanda ne vont pas agir seul.
en arrière-scène, il y a les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont décidé, après la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, de redéfinir la carte géopolitique de toute la région. Et donc, ils vont se servir des rebelles Tutsis qui vont prendre le pouvoir au Rwanda, et avec les mêmes rebelles Tutsis, ils vont se servir des mêmes Tutsis pour prendre le pouvoir au Rwanda. Donc là, vous constatez que c'est parti d'un conflit en apparence africaine, mais qui en fait se déroule au fond de rivalité occidentale. Pourquoi je dis rivalité occidentale? Parce que le président du Rwanda, le Hutu qui a été renversé, était soutenu par la France. Et le président Mobutu Zahir était aussi soutenu par la France. Or, les États-Unis ont décidé de redéfinir la géopolitique de la région des Grands Lacs en déstabilisant les deux régimes pro-français pour les remplacer par des régimes pro-américains, pro-anglo-saxons. Et c'est pour cette raison que Museveni de Ouganda, Paul Kagame du Rwanda seront qualifiés de leaders de la nouvelle génération des leaders africains. C'est comme ça que Madeleine Albright les avait surnommés. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Donc vous comprenez qu'on est parti, comme je le disais tantôt, d'une guerre en apparence africaine, mais sur fond des rivalités occidentales, avec des velléités géopolitiques, mais aussi économiques. Pourquoi? Parce que l'Est de Congo a la réputation d'être un scandale géologique. Donc, les Russes sont ressources naturelles. Juste pour rappeler que les deux bombes atomiques qui ont été lancées sur le Japon ont été utilisées avec de l'uranium provenant du Congo. Il faut aussi rappeler que l'Est du Congo, donc la région du Kivu, est très riche en ressources naturelles. Et c'est de cette région que le coltan, colombo-tantalite, donc le minerai qui est utilisé dans la fabrication de tout ce qui est électronique, y compris dans l'industrie militaire. Donc, à partir de là, on voit en fait le brouillard se dissipe de plus en plus. C'est-à-dire que l'aventure militaire qui commence au Rwanda en 1990 n'est pas seulement une affaire africaine, mais c'est une affaire africaine sur fond de velléité occidentale dans la région du Grand Lac, avec le contrôle des ressources naturelles du Congo. Qu'on le retrouve dans la partie Est, qui partage une frontière commune avec le Rwanda. Et aussi le Rwanda. Donc, Kabila, qui est le pion rwandais, prend le pouvoir à Kinshasa, donc la capitale de la RDC, en le 17 mai 1997, oui. Il y a une entente tacite entre lui et ses parrains en ougandais soutenus par les Américains. C'est entente que Kabila doit laisser les Rwandais exploiter les richesses du Congo pour le compte des États-Unis qui soutiennent, qui les utilisent comme proxy, comme marionnettes dans la région des Grands Lacs. Donc ça c'est le point très grave. Mais Kabila ne va pas respecter cette entente-là avec ses parrains. Et de cette entente entre Kabila et ses parrains va commencer la deuxième guerre du Congo. C'est qu'on a appelé la première guerre mondiale africaine. Pourquoi? Parce que le 2 août 1998, lorsque le Rwanda décide de renverser Kabila avec le soutien des États-Unis, l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, qui sont des pays membres de la SEDEC comme la RDC, décident d'intervenir pour le soutenir. Donc on se retrouve d'un côté avec les États-Unis qui soutiennent le Rwanda et l'Ouganda, et de l'autre l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie qui soutiennent la RDC. D'autres pays vont s'impliquer dans le conflit, ce qui fera dire à Condoleezza Rice qu'on assiste à la première guerre mondiale africaine. Mais comme vous pouvez constater, c'est que cette guerre mondiale africaine se déroule en réalité sur fond des rivalités ou de velléités géopolitiques occidentales, notamment anglo-saxonnes, dans la région des Grands Lacs. Et cette guerre pendant plusieurs années, il y aura le statu quo. Et de ce statu quo, les Occidentaux, la communauté internationale, si vous voulez, va décider d'imposer une feuille de route politique pour mettre fin au conflit à l'est du Congo. Et donc, cette feuille de route va aboutir à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Les groupes rebelles ont été créés par le Rwanda et l'Ouganda pour la circonstance ont
les chefs des groupes rebelles vont participer à ce gouvernement d'union nationale. Il y aura des élections en 2006 et Kabila, Joseph Kabila, qui est le fils du président qui était là, Laurent Désiré Kabila. Je dois préciser que Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001 dans sa résidence. On ne sait pas comment il a assassiné, mais nous qui avons travaillé sur le dossier, nous savons de sources dignes de foi que le Rwanda a préparé son complot avec l'assistance des États-Unis, parce que le jour de son assassinat, l'attaché militaire de l'ambassade américaine à Kinshasa, une femme de grade de colonel, une américaine, avait été Kinshasa en cascade, et des jours précédant son assassinat, des mercenaires américains avaient été arrêtés à la frontière en Zimbabwe. Ils seront en se faisant passer pour missionnaires pour accomplir leur mission qui était d'assassiner Laurent Désiré Kabila. Donc le président congolais est au cœur de plusieurs conjurations pour n'avoir pas entendre avec les Rwandais, les Ougandais, et même, on dirait, les États-Unis. Donc il est assassiné le 16 janvier 1901. Il est remplacé par son fils Laurent Désiré Kabila, qui, faut-il dire, est un ancien membre de l'armée patriotique rwandaise. Donc le pays qui a agressé le Congo. Donc le Congo se trouve à partir de 2001 dans une drôle de configuration. C'est-à-dire qu'il a un chef d'État qui a appartenu au pays, fait la guerre et agresse le Congo. Et donc, Joseph Kabila va être maintenu au pouvoir par les puissances occidentales qui soutenaient la déstabilisation du Congo. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à observer des viols à l'est du Congo. Ces viols ont commencé en fait après la Deuxième Guerre, au début de la Deuxième Guerre, en 98-99. Mais ils vont prendre un caractère systématique à partir de quelques années. Et on se demande, en fait, qui sont ces gens-là? Alors, la réponse simple, c'est qu'au moment où le Congo, donc la communauté internationale décide de mettre fin à la guerre au Congo en organisant un simulacre de processus politique qui a conduit Kabila à se maintenir au pouvoir via des élections que les Congolais s'est truquées, les Occidentaux, dans cette entente, il fallait brasser l'armée nationale. Il fallait former une armée nationale composée d'anciens groupes rebelles. C'est-à-dire que les pays qui étaient soutenus par le Rwanda, qui avaient des militaires rwandais et ougandais, vont déverser leurs hommes dans la nouvelle armée congolaise qui va être mise en place dans le cadre du gouvernement d'union nationale et de la formation d'une armée nationale. Et c'est de là le premier problème. Pourquoi? Parce que ces rebelles qui appartiennent désormais aux FARDC, donc aux forces armées de la République démocratique du Congo, vont refuser d'être mis ailleurs que dans la région Kivu. Donc il est étonnant des militaires qui appartiennent à une armée nationale refuser d'être mis ailleurs, mais seulement numérer au Kivu, à la frontière du Rwanda. Et la plupart de ces militaires sont d'origine rwandaise. La preuve en est que pour les Congolais qui suivent l'activité de leur pays, ils ont vu Bosco Ntaganda, qui est le chef, qui était dans l'armée congolaise, qui avait le grade de général, qui une fois devant la Cour pénale internationale a déclaré ouvertement qu'il était rwandais, qu'il avait appartenu à l'armée patriotique rwandaise. Donc, là tout le problème, c'est que quand les organisations internationales arrivent au documenter le viol, les violences sexuelles faites aux femmes à l'est du Congo, ils ne voient que, elles entendent parler des soldats qui commettent des viols. Mais la plupart des enquêteurs ne réalisent pas que la plupart de ces militaires, entre guillemets, qui commettent des viols, sont en réalité des éléments qui ont été déversés dans l'armée congolaise dans le cadre de la formation d'une armée nationale congolaise. Et c'est ça tout le problème qui se passe. Parce que le Rwanda, au-delà de l'échelle du Congo, qu'il pille allègrement comme la tête des rapports des Nations Unies, le Rwanda a impressionné
démographique importante et entend faire d'une partie du Kivu une zone tampon où il va déverser une partie de sa population. Donc là, c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas bien la région ou le sujet. Mais là, vous voyez, on parle des parties africaines au Rwanda se font des velléités occidentales. Retrouvez sur fond, on a parlé du africain, toujours se font des velléités anglo-saxonnes. Et maintenant, on est dans des cas sexuels où l'on retrouve la présence rwandaise sur fond d'un projet hégémonique qui consiste à s'emparer d'une partie du Congo. Raison pour laquelle vous allez souvent entendre les Congolais parler d'un projet de balkanisation. Souvent, on a tendance à dire qu'il s'agissait d'un complot, qu'il s'agit de cela. Ce n'est pas vrai. Si vous lisez les Nations Unies de 2001 et 2002, les experts du Conseil des sécurités sont très clairs à ce sujet. Ils disent que la présence du Rwanda à l'est du Congo n'est pas de sécuriser les frontières rwandaises, mais de faire même pas les recherches du Congo et de s'associer aux Rwandais qui sont place au Congo pour permettre d'exercer le contrôle sur tout l'Est. Et donc, c'est un enjeu en fait qui n'est pas relevé dans le cas des violences sexuelles à l'est du Congo. Parce que vous allez constater que le Congo, c'est 245 000 km, 26 provinces. Il y en avait 11, on a 26 provinces. Mais le viol découle l'Est du Congo. Pas à l'ouest, pas dans la région de l'Équateur, pas dans la région, au bas Congo, nulle part autre qu'à l'Est du Congo. Et les régions qui sont souvent où se commettent ces violences sont aussi riches de ressources naturelles. Ces violences évoquent souvent les populations. Et après, il y a la population qui s'installe. Alors, je vous renvoie à un rapport de Refugee International qui est une ONG qui est allée à l'est du Congo pour documenter les violences sexuelles et arriver sur place, les moniteurs de Refugee International se sont rendus compte dans cette partie du Congo complètement contrôlée par des hommes qui affiliés directement au Rwanda. Donc, il ne s'agit pas d'un procès au Rwanda, mais il s'agit de présenter des données, des éléments probants et attestés qui expliquent en fait la face cachée des violences sexuelles contre les femmes congolaises à l'est du Congo. Le docteur Denis Mukwege, que j'avais contacté d'ailleurs pour qu'il puisse intervenir, ne pouvait pas intervenir pour des raisons, il était très occupé, a dit, il m'a dit, mais les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi se déroule seulement dans des parties précises où l'on retrouve des Rwandais qui sont souvent sous l'influence du gouvernement de Kigali, dirigé par Paul Kagame. Et tout ce que je dis ici n'est pas le fruit de mon esprit, c'est et par les Nations Unies et par les organisations internationales. C'est-à-dire qu'il se déroule aujourd'hui que le viol est utilisé comme arme de guerre pour permettre au Rwanda, d'une part, de traumatiser la population, de les pousser à se déplacer et de substituer cette population qui s'est déplacée à une population rwandaise pour agrandir l'aire d'influence géographique du Rwanda dans la région. Et c'est tout le viol. Et un autre enjeu, c'est que quand on viole, quand les populations se déplacent, vous allez souvent des multinationales qui vont venir s'installer, parfois vont faire acheter des terres, se trouver des populations. Donc vous avez plusieurs agendas qui se juxtaposent du Congo et au cœur de ces il y a le viol des femmes. Et alors, quand on explique des FARDC qui violent les femmes congolaises, bien entendu, il y a des militaires congolais qui violent des femmes à l'est du Congo. Mais le viol utilisé comme arme de guerre, la violence sexuelle qui est utilisée comme arme de guerre, cache des agendas qui n'ont rien à voir avec le Congo ou les Congolais ou les FARDC, mais avec des puissances étrangères qui ont des projets dans cette partie. Je dois rappeler un détail important.
le coltan dont je vous parlais tantôt, qui sort du Kivu, passe par le Rwanda. Et le Rwanda est devenu aujourd'hui le premier exportateur d'un minerai qui n'existe pas sous son sol. Et c'est tout le problème. Et personne pose la question de savoir d'où vient ce minerai que le Rwanda est aujourd'hui. Le Rwanda a inauguré une usine de traitement de coltan. Et le coltan ne s'arrête pas au Rwanda, puisque du Rwanda, ce coltan va se rendre en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Donc, de la violence faite aux femmes, il y a des gens qui ont des intérêts qui se font beaucoup d'argent sur le dos des malheureusement. C'est aussi ça l'histoire de la tragédie congolaise. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui à cause des débats qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et tout cela, si vous êtes sur Internet, vous tapez l'expert des Nations Unies sur le pillage des ressources naturelles du Congo et des autres ressources, vous allez voir des liens qui vont sortir. C'est très documenté. Et la question de savoir aujourd'hui pourquoi les pays qui sont dans les rapports des Nations Unies ne sont pas sanctionnés. Pourquoi les pays que l'on soupçonne d'être responsables des violences à l'est du Congo et contre les violences sexuelles ne sont pas épinglés. C'est parce que ces pays sont simplement couverts. Il y a un parapluie protecteur américain qui fait qu'on ne peut pas chasser pays. Et je vais aussi citer Howard Frank, qui est un journaliste du New York Times, et qui a beaucoup travaillé sur la région des Grands Lacs. Il a dit ceci. Il pose la question pourquoi le Rwanda et l'Ouganda sont essentiels pour l'armée américaine. Et il répond lui en disant parce qu'ils peuvent des choses pour nous, nous ayons à le faire nous-mêmes. Leurs soldats peuvent être déployés sur des champs d'opération et vont mourir pour des intérêts américains. Il est donc utile par procuration d'avoir des alliés qui vont mener des opérations à la place des soldats américains. Ça, c'est Howard Frank qui le dit. Donc vous voyez, ça nous vient de moi, parce que les choses que je donne souvent des grands, et quand j'explique ce genre de choses, les gens sont surpris d'entendre cela dans les médias. Ce sont des enjeux qui sont énormes et que les n'abordent pas parfois par paresse aussi intellectuelle, parce que je suis journaliste aussi de formation et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des journaux sont devenus des gens reprennent simplement page de presse grandes agences de presse comme l'AFP, la Société Presse au retard. Le travail de fond, beaucoup ne le font pas, et ceux qui le font se rendent compte rapidement des enjeux d'enjeux aujourd'hui. Je vais vous donner l'exemple de Christophe Botinski, qui travaille pour le Nouvel Obs en France, et qui a enquêté sur les leçons à l'est du Congo. Quand il est arrivé là, il s'est rendu compte que derrière la souffrance des femmes, derrière la souffrance des hommes et même des enfants, c'est une affaire de minerais, des minerais stratégiques. Et il dit lui-même, ça fait des rapports à l'ONU. Il n'y a pas eu de règle. Et même on demandait parfois à certains experts de ne pas faire des rapports sur ce qu'ils avaient lu. On leur demandait d'en parler oralement, discuter. Donc ça vous donne une idée en fait des enjeux qui se déroulent dans cette région et aussi la misère de Golais et plus particulièrement des femmes qui sont devenues les victimes en fait d'une guerre stratégique qu'elles n'ont pas vu et qu'elles ne comprennent pas. Je connais bien le temps, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui et ça aujourd'hui c'est très de cœur parce que il a reçu beaucoup de prix comme vous le savez, mais quand je discute avec lui, même quand il dit toujours c'est bien les prix, mais à un moment donné il faut mettre fin à cette situation et on connaît les responsables de cette situation, on le connaît. Évidemment, les phares, il y a des militaires congolais qui commettent des viols, mais la violence sexuelle qui est utilisée par arme de guerre, elle n'est pas congolaise, elle n'est pas dans la culture des Congolais. Parce que vous savez, au Congo, il y a un respect, il y a un grand respect pour la femme qu'on appelle maman, même si elle est tellement âgée, on l'appelle maman. Voir la nudité d'une femme au Congo, dans la culture congolaise, c'est quelque chose
ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir la volonté d'une femme. Mais qui sont ces gens qui n'ont pas de problème à violenter des femmes? Et dans le violence sexuelle à l'est du Congo, il y a des pratiques qu'on n'avait jamais vues auparavant. Ce qu'on ne vit pas seulement les femmes. Après les avoir violées, parfois, on va introduire des bâtons dans le cadre de la femme. Parfois, on va tirer dans le cadre de la femme. Et ce sont des pratiques qu'on ne voyait pas. Souvent, il y a eu des cas de vie. Oui, mais voir par exemple, à Louvouki, en 2010, il y a eu un viol collectif. C'est-à-dire des hommes armés sont rentrés. Ils ont violé les femmes collectivement. Près de 200 à Louvouki, c'est un centre de l'art. Donc, quand vous regardez la carte du Congo, vous remontez à 96 pour regarder la carte de l'avancée des militaires rwandais à l'est du Congo. Vous regardez les hommes se commettent les viols. Il y a une ressemblance frappante parce que ces régions sont des régions qui sont riches en ressources naturelles, comme je le disais. Et donc, dans cette affaire, vous savez, les États-Unis ont un agenda dans la région, contrôler les ressources de la région, et vous avez le Rwanda qui s'est greffé au projet américain pour avancer ses propres pas à l'est du Congo, c'est-à-dire contrôler une partie, déverser le surplus de la population rwandaise dans cette partie, contrôler les ressources naturelles pour le camp des intérêts étrangers. Donc en gros, c'est ça l'enjeu en fait dans l'est du Congo. Je peux vous en parler pendant plusieurs heures parce qu'il y a des rapports, il y a beaucoup d'éléments qui remontent en surface aujourd'hui. Dans ma donnée 30 minutes, je compte respecter ce temps. Sur ce, je vous remercie. Allô Patrick? Oui. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, nous allons poursuivre parce que Patricia, la prochaine intervenante, a perdu son papa, paix à son âme, papa Denis Lukoji, et toute la famille, nos sincères condoléances. Donc, elle n'a pas pu faire le déplacement. Et nous allons poursuivre. Là, je vais justement faire intervenir le docteur Mukwege. Il n'a pas pu être là. Merci pour tes démarches, Patrick. Et donc, le docteur Denis Mukwege, c'est le prix Nobel de la paix 2018. Ça fait longtemps qu'on attendait ce prix. Alors, ce projet de conférence, nous avons voulu surfer sur la reconnaissance internationale des problèmes qui existent au Congo pour en parler davantage. Parce que, généralement, quand on donne un prix Nobel, on attend le prochain prix Nobel pour oublier le premier. Celui qui a été donné l'année qui précédait. Donc voilà, nous, comme je l'ai dit, c'est vraiment un front que nous ouvrons pour informer. Parce que l'opinion doit être informée sur ce qui se passe avant de pouvoir donner des sous ou encore chercher des solutions à ce problème. Je vais vous lire des textes. Nous n'avons pas voulu sélectionner des images. Mais je vous conseille le livre, l'autobiographie du docteur qui s'intitule « Plaidoyer pour la vie ». Alors, dans ce livre, quand je l'ai lu, il y a des images qui ne choquent pas. Les mots choquent, parce que c'est des mots de quelqu'un qui a vécu cette situation et qui est encore en train de se battre. On l'appelle l'homme qui répare les femmes, mais aussi, je me demande d'où vient ce surnom, puisqu'on ne devrait pas parler de réparer les femmes. Ça, c'est mon point de vue. On parle de réparer les femmes, c'est comme si on réparait une voiture. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, je vais vous lire un texte et puis on va poursuivre avec des questions. D'abord, la réaction de Patrick sur le texte, vu qu'il connaît bien le docteur. C'est à la page, ça commence à la page 29. On parle des débuts, en tout cas. C'est le docteur qui le dit. Bien sûr, les violences sexuelles ne sont pas un phénomène aussi visible qu'une catastrophe naturelle ou un conflit armé. Ces agressions sont souvent perpétrées dans le plus grand secret, dans des endroits reculés et souvent à la faveur de l'obscurité. Les témoins sont rares et s'il y en a, ils disparaissent ou se taisent. Seules les traces physiques peuvent nous orienter et pour des raisons évidentes, c'est dans un hôpital que la vérité éclate au grand jour.
Rien ne nous avait échappé. C'était chez nous que les statistiques et les témoignages étaient regroupés. J'ai sélectionné autre chose à la page 30. La première intervention chirurgicale à l'hôpital de Panzi. Retenez bien le mot Panzi parce que vous en entendrez parler bientôt. Hollywood s'est mêlé à l'affaire. Remonte à septembre 1999. Je m'arrête là, je prends un autre extrait. La patiente, je vais continuer, dans des conditions pour le moins précaires. C'était le tout début de nos activités. La stérilisation se faisait dans une cocotte minute installée dans la cour. Les draps étaient à usage unique et provenaient de la Suède. La patiente était une femme d'un certain âge, gravement blessée par balle. Elle avait été attaquée chez elle par un soldat qui n'avait pas hésité à tirer à travers la porte depuis l'extérieur. La balle avait frappé sa cuisse gauche et provoqué 4 fractures du fémur. Avec cette plaie, très grave et compliquée, on craignait de ne pas pouvoir sauver sa jambe. Nous étions plusieurs médecins au bloc opératoire. En m'entretenant avec elle, j'ai fini par apprendre ce qui lui était arrivé. Son récit était hésitant, brouillon. Elle n'avait pas envie de raconter. Elle avait été violée par 6 soldats et l'un d'eux lui avait ensuite tiré dessus. Cela faisait 10 ans que j'étais gynécologue, mais là, j'ai tombé de nu. Je n'avais encore rien vu de semblable. Après des rapports sexuels sous la contrainte, cet acte d'une extrême violence, dans le seul but de mutiler, c'était quelque chose de nouveau pour moi. L'histoire de cette pauvre femme m'avait bouleversé. Et cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Là, je saute. Comment expliquer une telle cruauté? Voilà des soldats qui avaient décidé, en toute conscience, de gâcher la vie de cette femme innocente, de surcroît sans défense. L'intervention chirurgicale avait réussi. Nous avons pu sauver la jambe et la victime s'est totalement rétablie. Mais j'étais loin d'imaginer alors que nous étions témoins d'un phénomène qui n'en était pas à ses débuts. Il se transformerait en une véritable épidémie. La propagation rapide, non pas d'une maladie, mais de comportements extrêmement violents, intentionnellement destructeurs. Pas de doute, l'Est du Congo prenait un chemin des ténèbres. J'aurais pu continuer, mais je dresse un peu ce qui se vit là-bas. J'ai prêté ma voix au docteur. Vous allez lire le livre. Et il y a beaucoup de récits là-dedans. Donc, je vais laisser la parole à Patrick, parce que la partie est rappelée Madame Morin et puis Emmanuel, qui va juste intervenir après Patrick, puisqu'Emmanuel a préparé. Quand nous avons su que Patricia ne serait pas là, Emmanuel va un peu élaborer sur les conséquences, et puis il y aura un échange. Donc, Patrick va intervenir, Madame Morin et puis Emmanuel, et il y aura un échange dans la salle jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que nous avons prévu de... C'est le plan B de la conférence. Donc, voilà. Donc, Patrick, ta réaction, je pense que tu as lu le livre, et puis il y a d'autres livres que tu peux conseiller à tout le monde ici. Et puis, on va rappeler les autres et on va continuer dans cette lancée. Merci. Je pense que le docteur a fait l'essentiel. Aujourd'hui, moi, je suis à l'aise quand on parle du Congo, du Kivu, du Congo comme étant
la capitale mondiale du viol. L'un des gros problèmes, et je pense qu'on va revenir là-dessus, l'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que dans le cas des violences sexuelles faites aux femmes à l'est du Congo, on se compte souvent d'apporter des solutions aux conséquences et non aux causes. Comme le docteur dans son livre, c'est qu'il ne pensait pas que ça allait devenir un problème aussi important. Et aujourd'hui, quand on parle de ces questions de violence sexuelle, on se limite à dire qu'il faut arrêter les quelques militaires qui commettent ces viols, mais on ne touche pas le statut du système qui a créé les conditions de cette violence sexuelle. Et c'est là où le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner un malade en vous limitant à constater les symptômes. Vous risquez de lui administrer le mauvais produit, le mauvais médicament. Parce que les symptômes ne suffisent pas à comprendre ce qui arrive à la personne, au mal qui ronge une personne. Et je crois que c'est là où se situe le gros problème dans la gestion ou dans les réponses apportées à la question des violences faites aux femmes à l'est du Congo. Merci. Emmanuel, si tu peux avancer pour... Tu peux t'asseoir. Excusez-moi, c'est ça? Oui, Emmanuel va juste parler un peu des conséquences et puis on va passer à l'interaction, questions-réponses. D'accord. Est-ce que tu as encore du temps, Patrick? Il n'y a pas de problème. Okay, merci. 1, 2, voilà. Vous savez, quand on parle de ce genre de questions, souvent on ne sait pas par où commencer. On peut parler des conséquences. Monsieur Mbeko a commencé à en parler. Monsieur Tam en a glissé un mot aussi. Et je vais juste prendre quelques minutes pour vraiment donner mes impressions ou raconter certaines choses aussi. J'ai fait des petites études là-dessus et ce que j'ai découvert m'a fort marqué. Je viens de cette région-là. J'ai vécu quand la guerre a commencé au Burundi en 1993. Je suis sorti au moment où on commençait vraiment les massacres. Et je me rappelle, on fouillait avec mon père et pendant qu'on traversait la rivière, j'oublie même les noms de la rivière, la rivière était tellement rouge, je demandais à mon père, mais pourquoi c'est rouge comme ça? Et je me rappelle encore des têtes qui flottaient par-dessus l'eau. Et donc j'arrive au Congo en 95, la guerre éclate, j'ai subi tout ça. Beaucoup de gens ici dans la salle, évidemment, sont passés par là. Et quand je suis rentré au Congo en 97, 18 à peu près, je me rappelle d'une scène, en fait. C'est que les militaires, des rebelles, parfois sont arrivés. Évidemment, moi j'étais à l'est du Congo, particulièrement dans la région du Sud Kivu. C'était terrible. Des gens arrivent et avec une intention macabre, c'est-à-dire ils ciblent des maisons, ils violent des femmes. Et vous savez, quand on regarde les rapports des Nations Unies, on estime que, là les chiffres encore ne sont pas concordants parce que, à mon avis, ils sont sous-estimés. C'est à peu près 2 millions de femmes qui ont été violées. Dr Mukwege, dans ses conférences, dit seulement qu'il a pu en soigner 52 000. Vous imaginez le nombre de femmes qui n'ont pas encore été soignées. On ne dit pas celles qui n'ont pas pu déclarer les cas de viol dont elles ont été l'objet. Et il y a un rapport qui a été produit par le journal américain de la santé publique en 2011 qui disait que chaque jour, c'est 1150 femmes qui sont violées. 48 femmes sont violées à chaque heure et 4 sont violées toutes les 5 minutes. Je ne sais pas, c'est quel... Quand vous entendez ça, je ne sais pas ce que ça vous fait penser. Moi, personnellement, je deviens fou des rages. Et Patrick en a parlé un peu de mode opératoire de ces rebelles qui violent ces femmes.
des objets contondants, des balles qui sont frappées dans les organes génitaux et des mutilations. Et souvent, il y a une forme aggravée, c'est que parfois, quand ces rebelles arrivent, évidemment, les viols, la manière dont ça se pratique, c'est vraiment quelque chose qui est planifié. Hein. Ça se passe dans les heures publiques, sur les routes, dans les champs. C'est très planifié. C'est pas quelque chose de hasardeux. C'est vraiment planifié. C'est généralisé. C'est pas circonscrit à un petit village, mais c'est plusieurs villages qui sont attaqués, et cela de manière systématique. Et systématique parce que c'est rare de trouver une femme qui a été violée juste une seule fois. Souvent, c'est plusieurs fois que ces femmes ont été violées. Mais aussi de manière ciblée. On cible individuellement, on cible collectivement. Je disais tout à l'heure qu'une des formes aggravées, c'est que parfois, quand ces gens-là arrivent, ils obligent même des membres des familles, par exemple un jeune garçon de 15 ans, à violer sa mère. Et devant tout le membre de la famille. Les chefs coutumiers, c'est une figure importante d'autorité dans la société congolaise. Les chefs coutumiers parfois sont arrachés de leur maison et publiquement traînés devant tous les villages, violés. Ça, c'est des hommes. Hein. Des hommes sont violés aussi. Des femmes, n'en parlons même pas. Et Dr Mukwege en parle souvent dans ses conférences, dans ses livres. C'est non seulement les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, les hommes, mais ce qui choque, c'est parfois des nourrissons. Dernièrement, quand il a eu le prix, je pense qu'il a dit qu'il avait soigné un enfant de 6 mois. On a du mal à s'imaginer ce genre de choses. Ces femmes aussi, bon, il y a des groupes rebelles LRA, souvent, et ce qu'ils font, c'est vraiment, ils kidnappent, ils amènent ces femmes, ils les violent évidemment. Ensuite, ces femmes deviennent des esclaves sexuels. Et les conséquences sont plus larges que ça. Tout à l'heure, Madame Morin en a parlé sur le plan physique. C'est vraiment des fractures, des amputations, des brûlures. Il y a ce qu'on appelle désormais fistules. Je ne suis pas médecin, mais c'est une forme de malformation qui survient à la suite justement de ces viols aggravés et qui cause parfois des incontinences urinaires à long terme. Et évidemment, la stérilité va s'en suivre et les maladies sexuellement transmissibles. Il y a un rapport justement qui a été mené par la professeure Gaëlle Breton, l'écof de la fac des droits de l'UQAM, qui estimait que 22% des femmes violées seraient atteintes du VIH-Sida. Des grossesses non désirées, les morts qui s'en suivent. Psychologiquement, on n'en parle même pas. Ça, c'est encore grave. Ces femmes vivent des cauchemars, la honte, la peur. Bref, les conséquences sont incalculables. Et c'est pour cela que l'association que je dirige, l'association congolaise des étudiants de l'université de Sherbrooke, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas garder silence devant la gravité de ces phénomènes. Il faut en parler. Et on tire les chapeaux à M. Mbeko qui donne des conférences, qui vraiment délient la langue pour dénoncer ces choses-là. Et nous sommes dit, si justement il pouvait intervenir, et avec d'autres personnes, et l'expérience aussi des Calax, pour nous donner un peu ce qui se passe ici au Québec, ce serait une bonne chose. Je ne vais pas m'étendre sur d'autres conséquences parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est juste vous dire que c'est tellement grave ce qui se passe que nous n'avons plus le droit de garder le silence. Nous devons donc en parler. Au-delà des paroles, il faut des gestes. Au-delà des titres ou des prix, chacun ici dans la salle doit se sentir hautement concerné pour pouvoir justement passer à l'action. Le temps des paroles, en fait, à mon avis, est fini. Il faut vraiment passer à l'action. Voilà ce que je voulais dire. Quelques membres de ma famille ont quand même eu à subir aussi parfois des traumatismes à la suite de certaines choses. Et je vous assure que moi, quand je parle de ces thèmes, j'ai des sueurs froides. Mais je me dis, en parler et agir, c'est ce que je peux faire. En association avec d'autres organismes, d'autres organisations, d'autres personnes qui sont éprises des valeurs de justice, nous pouvons faire bouger les lignes. Peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, mais je suis sûr que des actions comme ça, comme cette conférence, ça peut amener une prise de conscience aiguë pour passer
sans détour justement à l'action. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Merci Emmanuel. Mais tu peux rester. Je pourrais rester, ça sera un moment d'échange, ça sera vraiment interactif, public, les questions. Et puis, j'ai oublié de vous mentionner celle-là. Je pense que c'est important. Nul besoin, ça c'est la page 42, nul besoin de me demander quel genre d'arme avait été utilisé dans ce cas-ci. On m'en avait informé, mais ce n'était même pas nécessaire, puisque j'avais appris à reconnaître la milice coupable de ce type de violence. C'est que chaque groupe a sa signature. J'étais devenu, malgré moi, expert d'un certain type de lésion. Le traumatisme des organes génitaux provoqué par une certaine arme. Une fois le viol achevé, certains auteurs introduisent une baïonnette dans le vagin, voire un bâton couvert de plastique chauffé et coulant. D'autres versent des acides corrosifs sur le bas-ventre ou plantent le canon de leur fusil dans le sexe et tirent. Le but est toujours le même, non pas tuer, mais détruire. Une violence inouïe dont les conséquences sont désastreuses. Combien de lésions de ce type ai-je déjà opérées? 3000? Probablement plus. Peut-être 4000. Le chiffre exact, je l'ignore. Les statistiques de l'hôpital ne sont pas de mon ressort. Donc voilà, je vais inviter Mme Morin à reprendre sa place. On va passer à un échange. Mais avant tout, je vais juste glisser par rapport à Emmanuel. Nous avons voulu vous proposer, je commence par là et puis ça sera l'échange jusqu'à la fin. À travers cette conférence, comme je l'ai dit, c'est un début. Nous avons dressé le portrait historique que Patrick a si bien fait. Et là, on est toujours du côté de la dénonciation, de l'information, des mots. Mais nous avons quelqu'un qui nous relate les faits. Lui est du côté de l'action. Il est médecin. Mais on n'est pas obligé tous de devenir des médecins pour le faire. Chacun ici peut prendre parti et peut-être aider ce monsieur. Parce qu'en aidant ces messieurs, vous aidez des femmes. Et vous aidez toute une nation. Donc, par cette conférence, j'ai voulu introduire vraiment, pendant le moment d'échange, nous avons l'OPCC, l'Association étudiante et la communauté congolaise, que je salue le président qui vient d'arriver. Nous avons voulu que cette conférence serve pour... Nous avons pensé à une campagne de sociofinancement. Ça se fait aujourd'hui. Et donc, pourquoi nous avons lié les violences faites au Québec en invitant le CALAX qui a bien voulu nous soutenir dans cette démarche? Parce que on semble, quand on parle de violences faites aux femmes au Congo, c'est comme si c'était loin de nous. Mais nous vivons à des degrés différents la même chose dans cette société qui nous a accueillis. Et donc, la réponse doit être collective. Et c'est peut-être un mouvement qui commence. Moi, je suis sûr, je fais le rêve que c'est un mouvement qui va commencer. On ne va pas toujours faire des conférences à Sherbrooke, mais ça commence à Sherbrooke. Donc, nous, on a pensé à une campagne de sociofinancement. Emmanuel en a parlé de 10 000, c'est peut-être modeste, mais on s'est dit, quelle que soit la somme qu'on va récolter, on proposait, où il y a plus de besoins, c'est au Congo. Il y a des besoins ici aussi, sans l'ignorer. On a proposé 20% au Québec et 80% au Congo. Ça, c'est une proposition que nous faisons parce que vous faites maintenant partie de ce projet. Et donc, on va aboutir sûrement par une campagne de sociofinancement. Et dans la partie engagement, on aimerait que chacun prenne vraiment à bras le corps ce projet pour que cette campagne fasse exploser et faire bouger définitivement les lignes.
ça sera symbolique parce que c'est l'initiative qui vient des Congolais. Il y a un prix Nobel, oui, il y a des millions derrière le prix Nobel. Mais nous, ce n'est pas les millions qui nous intéressent. C'est le fait qu'on a reconnu qu'il y a un problème qu'on a souvent nié à l'international. Donc nous partons de là pour maintenir cette flamme et il y aura beaucoup de projets derrière. On a discuté, brainstormé là-dessus, on a parlé de visionner le film « L'homme qui répare les femmes » pour soutenir la campagne de sociofinancement. Mais ça va commencer dans les semaines, en tout cas la semaine prochaine, on a des contacts. Si vous avez une idée comment ça fonctionne, on ne l'a jamais fait. Donc vous pouvez nous partager cette expérience et ça va commencer jusqu'à la fin de l'année. Et puis, au début de l'année prochaine, on va faire un bilan et puis répartir les sommes. Et si vous avez, nous, on propose, mais si vous avez des réactions, à travers les questions, Patrick, tu pourras nous aider là-dessus, on peut aboutir à une démarche concrète, mais parlons-en et puis posez vos questions. Et j'aimerais attirer votre attention, ne faites pas des commentaires, posez les questions et les panélistes vont faire des commentaires et puis s'élargir, on sera plus instruit là-dessus. Donc, commencez directement par poser votre question et comme on est nombreux, posez une. Si vous avez 2 questions, posez une et puis on fait le tour et vous allez poser vos 2 questions. Mais ça sera vraiment libre. À vous, on commence par qui pour les questions? Bien entendu, les panélistes peuvent poser la question à Patrick aussi. C'est vraiment interactif. Voilà, vous pouvez donner la parole. Vous pouvez vous présenter et puis poser votre question. Merci. Alors, j'aimerais m'adresser à M. Mbeko. Oui. J'ai été très touchée par votre analyse parce que je la sens très juste. Les ingrédients de cette analyse sont la corruption politique, sont l'envahissement du territoire et à travers une arme de guerre qui est le corps des femmes. Je résume d'une façon très synthétique, mais c'est... tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec les éléments que j'amène? Est-ce que vous m'entendez, M. Mbeko? Oui, je vous entends. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette synthèse très rapide que j'effectue? C'est comme... Oui, effectivement. Bon. C'est ça. Vous avez fait un portrait. C'est ça. Et ce qui me touche dans votre analyse, c'est que vous dites, au-delà des conséquences qui sont cruelles et horribles, faites sur le dos des femmes, au-delà de ces conséquences-là, il est important de comprendre les causes pour pouvoir tenter de changer les choses, parce que sinon, on tourne en rond. Ce qui me touche, c'est que ce que vous exposez dans votre compréhension et votre analyse, que je trouve absolument juste, c'est que ce même phénomène se produit en Occident depuis fort longtemps. Et c'est le problème, justement, qui est toujours le même. Politique, corruption politique, par la corruption économique et dans un esprit guerrier masculin où la soumission des femmes est toujours recréée, perpétuée et ainsi de suite. Quand on considère l'histoire, je ne vais pas parler trop longtemps. Madame, s'il vous plaît, juste poser votre question, comme ça on pourra revenir avec les commentaires. Excusez-moi. C'est parce que je trouve aussi que si on ne comprend pas bien la matière, c'est très difficile de juste poser des questions pour poser des questions. Mais tout d'abord, en fait... Excusez-moi, oui. Il nous aide à comprendre. Donc, si vous posez votre question, vous allez enrichir plus le débat. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. On aimerait vraiment s'étendre, mais plus avec l'apport des panélistes. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je suis le gardien du temps. Je suis désolé d'être aussi direct. Est-ce qu'il y a moyen de poser votre question? En tout cas, bien, je vais y aller avec ma question. Merci. C'est que j'ai réfléchi à la chose et je suis très touchée de voir que quelqu'un d'autre a une compréhension au niveau d'un pays
qui est une réflexion qui correspond à ma compréhension au niveau de l'Occident. Ma question est la suivante. De votre côté, M. Bemko, quelle est votre solution? Moi, je pense d'abord qu'il n'y a pas une solution magique toute faite. En revanche, il y a des démarches qui doivent être entreprises pour au moins annihiler les conditions qui permettent de violences faites aux femmes. Parmi les solutions, moi je peux vous dire déjà qu'il faut déjà commencer par l'initiative qui est en place par les étudiants de l'université. Tant de mon point de vue, la piste de solution qui tend à mettre fin à cette spirale. Mais il est certain que si on ne s'attaque pas à la racine du problème, on ne fera que survoler le problème. On va donner de l'argent à l'hôpital Pandy pour soigner les femmes, mais on ne va pas mettre hors d'état de nuire les violeurs. On ne va pas mettre en état de nuire ceux qui font que les femmes se retrouvent sur la table d'opération du docteur Mukwege. Et c'est ça, ça fait près de 20 ans cette histoire dure. La question de savoir comment se fait-il qu'en 20 ans, après 10 dizaines de rapports des Nations Unies et de l'ONG internationale, rien ne change. Quelle est notre part de responsabilité, nous, au Canada? Parce que des entreprises canadiennes ont été impliquées dans le pillage du Congo, ont été impliquées dans la guerre dévastatrice qui a déstabilisé tout le Congo. Quelle est notre part de responsabilité? À partir du moment où nous avons l'information, que pouvons-nous faire à partir d'ici? Quand nous savons par exemple que des fonds sont investis dans des minières qui sont impliquées dans des opérations de déstabilisation en Afrique et particulièrement à l'est du Congo. Voilà par exemple une piste de solution que nous pourrons explorer ensemble. Parce que personnellement, j'en appelle toujours à l'implication de tout un chacun. Parce que je refuse beaucoup, je le dis humblement, de jouer le professeur. Parce que moi, je peux avoir un regard peut-être sur la dimension géopolitique et géoéconomique ou stratégique de la question. Mais peut-être d'autres personnes peuvent avoir un regard autre sur ce qu'ils font en fonction de leurs activités. Ils peuvent apporter à leur niveau la pierre à l'édifice solutionnaire à laquelle nous sommes confrontés. Moi, je pense que des solutions peuvent être pensées au micro, par exemple, au niveau de l'université où qui a été amorcé par les étudiants de l'université. Et aussi penser au macro, en faisant par exemple pression ici au Canada sur nos parlementaires pour leur dire mais écoutez, il y a des viols qui se commettent quelque part en Afrique. Si c'est pas en tout cas, ces viols sont commis par des pays ou par des gens que nous, au Canada, nous soutenons avec nos impôts. Voilà une piste de solution que nous pourrons explorer. Parce que le Canada a été l'un des soutiens de plus du régime rwandais qui a été à la vie des Canadiens ici même, à Montréal. J'ai une amie et collègue qui a failli assassiner. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a parlé des crimes qui se déroulent dans cette région. Elle a failli être assassinée par des envoyés par le gouvernement rwandais. J'en connais un monsieur de la Croix-Rouge qui a été témoin de violences à l'est du Congo, commis des violences rwandaises qui a failli ici à Laval. Tout ça est les autorités. Mais personne au moment où on a l'information, nous devons à notre niveau faire comprendre à nos responsables politiques que nous avons une responsabilité peut-être indirecte dans tout ça, parce que ce sont des gens que nous soutenons qui sont à la base des pratiques que nous dénonçons. Nos gouvernements dénoncent. Étrangement, le gouvernement canadien dénonce les violences qui sont faites aux femmes à l'est du Congo. Mais en même temps, va soutenir notre le régime qui engendre cette situation de violence à l'est du pays. Donc, il y a une certaine cohérence au niveau du discours et du faire. Raison pour laquelle moi je suggérerais à notre ici d'entreprendre qui peut avoir peut-être pas des mais sur le moyen terme sur la situation à l'est du Congo. Voilà. Je vais donner pour une autre question. Vous avez posé votre question. Est-ce que je peux en poser une deuxième? On va prendre l'autre question et puis on va revenir à vous. Allez-y, posez votre question. Je vais prendre l'autre question en même temps que vous.
Merci. Je ne veux surtout pas m'imposer, mais c'est parce que j'ai réfléchi à la question et je pense que je peux être un grain de sable aussi dans la solution. Effectivement, effectivement. Alors, mais je joue juste mon rôle. Mais non, mais je tiens à mentionner deux choses. Oui. Je tiens à mentionner deux choses. Oui. Premièrement, moi, j'ai pris connaissance de l'événement aujourd'hui, hier, par quelqu'un qui m'a invité et qui n'est même pas ici aujourd'hui. En me disant, il y a quelque chose intérieurement qui me dit d'y aller. Je ne savais même pas si je prendrais la parole ou si je repartirais 15 minutes après ou quoi que ce soit. Mais devant la réflexion de monsieur et quelque chose aussi que Mme Morin a mentionné tout à l'heure et l'atmosphère générale et le commentaire aussi de Madame que j'ai vu qui a vraiment intériorisé une réflexion, je me suis dit, je fais partie de ce monde-là, je suis avec tout ce monde-là. Et c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Ce n'est pas moi toute seule ou une autre personne toute seule. Oui. Alors, c'est dans cet esprit-là que je partage, que je questionne et que je veux, sans m'imposer, arrêtez-moi à tout moment parce que c'est votre événement. Je l'ai juste fait 2 fois, je ne veux pas me... On va prendre votre deuxième question, merci. Mais voilà. Alors, ce qui est difficile pour moi, M. Bemko, de comprendre, c'est que alors que vous dénoncez vous-même, et je suis d'accord avec votre dénonciation, de cette ambivalence du pouvoir politique, ici au Canada, qui a 2 discours, finalement, qui se contredisent, qui, oui, d'une part, dénonce les violences sexuelles, mais qui, d'autre part, parfois est silencieux sur certains autres aspects, ou, en tout cas, je ne vais pas faire l'analyse que vous avez faite. Donc, on peut dire qu'il y a quelque chose au niveau du pouvoir politique qui est, jusqu'à un certain point, et malheureusement, très inefficace. Et c'est aussi mon analyse, et c'est ce que je disais tout à l'heure depuis le départ, c'est que le principe actuel du pouvoir politique en Occident est sa corruption même. En d'autres termes, que aller dans le sens de faire confiance, par exemple, au gouvernement du Canada pour aider les Congolais à régler leur situation essentiellement, pour moi, c'est une non-avenue. Pourquoi? Parce que la Madame, le gardien du temps vous rappelle la question. Vous, monsieur! Encore moi! Alors ma question, au fond, dans ma compréhension des choses, la solution se trouve bien ailleurs. Mais comme je répète, je ne veux surtout pas m'imposer. Et là, je sens que pour arriver quelque part, il faudrait prendre beaucoup plus de temps. Mais le monsieur là-bas ne veut pas. Donc, je vais vous poser... Je veux bien. Mais c'est parce que... Allez-y, madame. Donc, face à cette incohérence du pouvoir, face à cette corruption du pouvoir qu'on peut relever aussi à travers l'histoire, parce que l'appréciation historique est extrêmement importante pour voir cette corruption du pouvoir. Et donc, comment vous expliquer, et je ne vous blâme pas en rien, parce que je comprends, mais en même temps, moi, ma solution, elle est ailleurs. Mais là, j'entends que je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais la vôtre, votre piste d'ouverture vers une solution irait dans quel sens ou va dans quel sens? Patrick, avant de répondre, on va prendre les autres questions comme ça. On va enlever le micro à madame. Oui, bien sûr. Le monsieur est là, il était patient. Merci, madame. Emilienne Mampouya, présidente régionale AFEAS, Association féminine pour l'éducation et l'action sociale, ESTRI. C'est juste pour faire des parallèles. Je m'excuse, monsieur l'animateur. Oui. C'est que les pistes de solutions peuvent venir aussi de l'Assemblée ici. Mais j'aimerais faire des parallèles. Est-ce que le Congolais s'est senti abusé avec le jeu de pouvoir américain, anglo-saxon? Est-ce que le Congolais s'est senti abusé? J'imagine que la réponse est oui. Le Congolais s'est senti abusé, violé dans ses droits, dans ses richesses et dans tout. Et là, la femme congolaise est doublement violée. Elle est violée comme vous, les hommes congolais, dans tous vos droits, tout ce qu'on vous vole, toutes les destructions que la guerre peut apporter. Et maintenant, la femme, elle est violée encore physiquement.
Alors, j'aimerais faire des parallèles. Madame Mampouya, Oui. question. Je ne suis pas sûre que j'ai une question, mais j'aimerais juste terminer en disant ceci. Ok. On a un jeu de pouvoir. Les Américains veulent, les Occidentaux veulent ceci, alors ils font cela. On a un autre jeu de pouvoir dans chaque pays. Le parti au pouvoir fait ci parce que ça. On a un jeu de pouvoir provincial. On a un jeu de pouvoir dans les municipalités. On a un jeu de pouvoir dans la police. Alors moi, je fais le parallèle. Quand les femmes, pour aider les hommes ici à comprendre que quand les femmes se lèvent pour dire me too, me too, me too, là, c'est un peu le docteur. Bonjour à toutes et à tous. Le monsieur, là... Bonjour, vous êtes... Bon, je pense qu'il y a... Allez-y. Le monsieur qui dit les violences faites aux femmes, il y en a trop, le docteur, c'est un peu comme les femmes qui se lèvent pour dire c'est assez ce qui est fait aux femmes autochtones, c'est assez ce qui est fait aux femmes ici, mais c'est juste à un niveau différent. Et là, on demande qu'est-ce qu'on fait ici. On pourrait demander aux gens qu'est-ce que nous faisons ici aujourd'hui pour les violences dans l'environnement ici où nous vivons. Je fais des parallèles. Okay. Si on est capable de voir combien ça fait mal ce que le pouvoir occidental fait au Congo, on est capable de comprendre ce qu'une femme battue, ce qu'une femme violée, ce qu'une jeune fille victime, une femme qui ne peut pas avoir un poste parce qu'elle est une femme qui ne peut pas avoir le même salaire qu'un homme. Tout ça, là, à tous les degrés, on est capable de comprendre ça. Et on va arrêter de dire que, oui, les mouvements féministes, si, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont abuser ou des gens qui sont plus radicaux, mais ça peut nous aider à comprendre la réalité d'ici et de comprendre le travail que fait le CALAX. Merci. Merci. J'ai donné le même... là, ça s'équilibre. Et maintenant, on va poser toutes les questions. Je pense que les Patrick et les autres vont peut-être noter s'il y en a trop. Et puis, on va repasser la parole de l'autre côté. On a 30 minutes pour aussi partir de la salle. À partir de maintenant. Donc, les questions, s'il vous plaît. Je n'hésiterai plus à couper la parole. Okay. Allez-y. Je rappelle mon nom, je m'appelle Jean. Oui. J'ai une question pour Patrick. Quelles sont les solutions réalistes pour mettre un terme aux causes de ces violences en RDC? Merci. Une autre question? OK. On va repasser la parole à Patrick pour la réponse. Et puis, de l'autre côté aussi, Emmanuel et Mme Morin, vous pouvez poser des questions entre vous. Et puis, on veut aboutir avec une piste de solution. Nous avons proposé quelque chose. Patrick a réagi par rapport à ça. Et donc, essayer d'enrichir cette proposition pour que ça ne s'arrête pas à cette conférence. Bien entendu, les conférences vont continuer. On parle d'armes de guerre. Donc, il y a les armes là-dedans. Donc, quelque part, on pourra parler des armes aussi. Patrick, à toi. Excuse-moi, je n'ai pas compris les questions. Il y a eu... Est-ce que vous pouvez juste... On peut répéter la question? Oui, ma question est la suivante. Quelles sont les solutions réalistes pour mettre un terme aux causes de ces violences en RDC? En fait, en gros, c'est les solutions pour mettre fin aux causes. Oui, les solutions réalistes. Oui, mais voilà, par rapport aux solutions, c'est ce que je disais tantôt. Je n'ai pas voulu aborder certains aspects politiques de la démarche parce que je sais que bien qu'il y ait des solutions à ce niveau, je sais que je ne veux pas vous dire, par exemple, à des niveaux très élevés, des démarches qui sont... Je peux dire ce qu'on est capable de faire à notre niveau par rapport à ce que je veux dire, tout ce qui est réalisme, ce que nous devons faire ici à notre niveau. Moi, j'agis à notre niveau, mais ce n'est pas pertinent d'en parler ici. Mais déjà, les gens qui sont rassemblés là, chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut ou qu'est-ce qu'elle peut faire en fonction des informations qui ont été fournies. Parce que là, arrive aussi, c'est que les gens politiques sont ce qu'ils sont et c'est sûr qu'ils ne vont pas bouger. C'est vrai, parce que les politiques savent que la population n'est pas informée. Vous savez, si vous prenez la guerre du Vietnam, si ça ne tenait au complexe militaro-industriel ou politique, la guerre ne va pas prendre fin. La guerre a fin quand la population américaine a été informée de ce qui se passe véritablement sur le terrain.
Et à ce moment-là, les gens se sont élevés pour dire non à ce qui se passait. Le gouvernement a résisté, il a fini par céder. Et je crois que c'est le problème aussi qui se passe dans des cas que nous traitons aujourd'hui, en l'occurrence la question des violences sexuelles. Si vous allez votre député par exemple, pour lui parler de cela, mais vous devez avoir l'information. Parce que vous risquez de l'induire en erreur si vous ne donnez pas la bonne information. Et lui-même risque aussi d'induire d'autres personnes à l'erreur. Mais si nous lui apportons la documentation, par exemple, nous disons bon, voilà ce qui se passe, voilà les pays qui sont saisis. On peut saisir notre ministre des Affaires étrangères pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda, par exemple. Pourquoi de pression et surtout si on établit la communication directement entre la stratégie du Rwanda et des violences sexuelles, on pourra obtenir, parce que jusqu'à présent, les violences sexuelles sont expliquées comme étant qui tombent du ciel, qui sont par des soldats indisciplinés. Même quand on parle des violences sexuelles comme arme de guerre, c'est que l'explication qui vient étayer cela ne tient pas la route. Le problème, c'est que à partir du moment où le diagnostic est mauvais, il est sûr qu'on ne peut pas arriver à des pistes de solutions viables. Mais là, on a parlé des enjeux de fond. On a parlé des acteurs. Nous, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? L'université, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que ça, c'est responsabilité. Moi, je me souviens, je crois, en 2006, l'université avait accueilli, c'était votre université, l'université de Chapra-Rivière, en tout cas, l'une des deux universités, avait accueilli Kagame. Et cela a créé le problème. Il y avait de remous. Parce que les gens disent comment est-ce qu'on peut accueillir un dictateur. Mais je ne pense pas que l'université qui l'avait accueilli l'avait fait de mauvaise foi. C'est parfois on n'est pas informé. Et les gouvernements aujourd'hui misent sur la communication. Quand vous entendez parler du Rwanda, on vous dit c'est un pays prospère qui fait cela. Personne ne se pose la question de savoir mais comment un pays qui n'a pas de coltan peut être l'exportateur du coltan. Et comment fait-il pour obtenir ce coltan-là du Congo dans une région où les femmes sont personne ne se pose ces questions. Alors, il est normal que quand on propose des pistes de solutions, ne tiennent pas compte de cette réalité profonde, de ces causes. Alors moi, je suggère à tout un chacun de regarder que peut-il faire pour changer la situation. Parce que vous avez l'information. L'initiative a avancé de soutenir l'hôpital Panzi, mais il faut aller plus loin que ça. Est-ce qu'on peut organiser des événements où on va inviter des responsables politiques, des ONG assistés pour être informés sur ce qui se passe? Est-ce qu'on peut leur en parler? Moi, je parle du niveau du Canada. Moi, je voyage beaucoup. Je rencontre beaucoup de gens. On connaît des gens aux Nations Unies à qui l'on parle de ce problème-là. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Aller personne parce que c'est très politique. Et souvent, vous allez les voir, parfois eux-mêmes ne sont pas. Et l'information est le premier élément, le facteur qui permet de prendre une situation. Et en fonction de cette compétence, d'apporter une solution viable à cela. Parce que les causes, j'en ai parlé, mais je ne peux pas vous dire, par exemple, que aller au Conseil de sécurité, ça n'a pas de sens. Mais je peux vous dire à votre niveau qu'à l'université, on peut sensibiliser des gens de l'université au niveau des universités. Je veux vous donner un exemple de Front of the Congo. Je ne sais pas si vous connaissez Front of the Congo. C'est une organisation qui est à Washington, qui est composée des Congolais, des Américains, des amis du Congo. On avait lancé la Congo Week qui se déroule chaque octobre pendant une semaine. On va parler de la situation du Congo en long large dans une université. On avait commencé dans une seule université parce que je représentais Front of the Congo ici. Aujourd'hui, le Congo Week, donc la semaine du Congo des universités, est célébrée en cas. Oui, il y a le Congo qui est organisé dans près de 4 universités à travers le monde. Au Japon, où des universitaires japonais s'asseyent, discutent du Congo, échangent sur des solutions. Et moi, je crois qu'à notre niveau, c'est ce qui doit être compris. Parce qu'il faut que les gens comprennent, sachent ce qui se passe là-bas. Les gens entendent parler de viol, mais ne comprennent pas d'où ce viol vient. Parce que si, comme on peut parler de la campagne MeToo qui a eu lieu ici,
il a fallu un scandale aux États-Unis pour que les langues se délient. Mais vous vous rendez compte que pendant des années, il y a des femmes qui sont restées silencieuses. Vous voyez ces genres de questions. Ce n'est peut-être pas le viol comme arme de guerre, mais ce sont des violences psychologiques ou physiques qui sont exercées sur les femmes, même ici en Occident. Mais on constate qu'il a fallu qu'une information puisse remonter en surface pour qu'un mouvement puisse même se rendre. Et c'est ce qui se passe dans des violences qui sont faites aux femmes du Congo. Parce qu'aussi l'information restera dans un cadre restreint, il sera difficile de mener des actions et sensibiliser les gens sur cette question. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'événement doit être en fait le début d'une aventure, d'une histoire, le début d'un mouvement pour alerter sur cette situation et sensibiliser et à partir de cette sensibilisation, faire comprendre par exemple au Rwanda, nous savons que c'est vous qui êtes à la tout ça. Parce que le Rwanda ne bougera pas parce que le Rwanda est assuré d'une chose. Personne ne va lui dire quoi que ce soit, que personne ne sait que c'est lui qui est impliqué dans cette affaire. Chaque année, nous commémorons ce génocide rwandais. À juste titre. Chaque le 7 avril. Maintenant, il ne faut plus être en dire oui, il y a eu génocide, mais que faites-vous au Congo? Parce qu'il faut rappeler, parler de la guerre qui s'est déroulée au Congo en 96-97. Mais vous savez qu'on a exterminé 400 000 femmes et enfants de l'Est du Congo. Outourouan. Et avec les Congolais, essayer de les protéger. Ça a été documenté par les Nations Unies dans un rapport qui est sorti en 2010, qui s'appelle le rapport Mapping, qui parle d'un possible génocide. C'est un rapport onusien. On en a parlé un, deux jours passé. Et il devient dans ces conditions difficiles de sensibiliser les gens qui ne sont pas abordés, qui sont passés sous le tapis à la première occasion. Et moi, je pense qu'à notre niveau, pour répondre à la question, à notre niveau, nous devons déjà nous organiser, l'université, les étudiants congolais et aussi leurs compatriotes québécois et canadiens, se mobiliser sur cette cause-là, saisir des autorités, par exemple, tout en menant des actions parallèlement, des actions de soutien, par exemple, que vous avez lancé des actions de soutien aussi aux femmes qui sont violentées ici même au Québec, parce que la cause des femmes au Québec, c'est aussi la cause des femmes du Congo, c'est aussi la cause des Congolais du Québec, c'est aussi la cause des Canadiens et des Québécois, de tout le monde en fait, de toutes les femmes, mais pas seulement, mais des hommes aussi que nous sommes, que ces violences souvent commises par des armes. Bon, je ne dis pas moi, entendu, mais oui, mais il y a des violences qui sont faites aux femmes et nous devons comprendre que c'est une cause commune, et pas seulement la cause des Congolais, c'est la cause des Québécois, de la même manière que la cause des femmes violées au Québec ici, doit nous interpeller tous. Donc moi je pense, pour finir, la chose la plus importante déjà, c'est de vulgariser l'information, la vulgarisation de cette information, la sensibilisation, et parallèlement mener des actions non seulement au niveau de nos équipes politiques ici, mais aussi des autres universités, de sorte que la question des violences faites aux femmes au Congo, au Québec, devienne quelque chose de sérieux et qu'on n'en parle pas seulement quand un réalisateur essaie de violer une femme ou quand une vérité sort sur un réalisateur. Ça doit tenir tous à cœur que nous comprenons que ce qui se passe au Congo, c'est ce qui se passe ici. Ce qui se passe au Congo, peut-être à des degrés différents, n'empêche que la démarche est toujours la même. Donc la violence ou les violences des femmes. Voilà. Merci Patrick. Je vais redonner la parole à Madame Morin pour un commentaire sur la proposition. Je pense que Patrick t'a vraiment renchéri là-dessus. Et on note au niveau de l'association pour les prochaines étapes. Et donc, on va s'asseoir, en tout cas, tous les acteurs de ce projet, on va s'asseoir pour orienter la réponse à donner et la suite surtout. Donc, à vous la parole. Donc, juste pour être certaine de vos attentes, est-ce que je complémente ce qui a déjà été dit? Piste de solution, parce qu'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on n'en prendra pas. On y va voir ça. OK, parfait. On va prendre une question et puis vous allez réagir. OK. Est-ce que je commence par complémenter peut-être ce qui vient d'être dit pour rester dans la même? On prend la question, on va prendre la question et puis on continue. Okay, parfait.
Merci. La question, M. Batika. Alors, les actions à l'extérieur, comme c'est suggéré, ne sont pas incompatibles avec des actions à l'interne. Alors, si on voit justement la géopolitique, la situation de l'Est du Congo démontre qu'on a un gouvernement qui a failli à ses responsabilités. Également, ce n'est plus une société de droit. Donc, la réflexion ou la recherche des solutions doit aussi envisager les alternatives à l'interne. Vous avez parlé du docteur Mukwege. Oui. Il se dévoue au risque même de sa vie. Plus d'une fois, on a tenté de l'assassiner. Et ce sont parfois des malades qui l'ont protégé. Alors, quand on voit la situation actuelle au Congo, l'Est, notamment la région du Kivu, n'est pas contrôlé par le gouvernement. Alors, ce gouvernement, est-ce qu'il a intérêt à ce que ce chaos perdure? Est-ce que ce gouvernement ne bénéficie-t-il pas? Parce que Kabila, là, on l'a dit tantôt, il a été dans l'armée rwandaise. Est-ce qu'il a assez de courage pour tenir tête à Kagame et instaurer vraiment l'autorité de l'État congolais sur cette région? Donc, à mon humble avis, je soumets qu'il faut approfondir aussi les solutions à l'interne. À l'interne, c'est-à-dire? Au Congo même. OK. C'est-à-dire face au pouvoir en place, on est dans une période électorale. Qu'est-ce que les partis politiques congolais proposent concrètement? Et quelles solutions, quel est le parti qui pourrait constituer une alternative crédible en même de restaurer l'autorité du gouvernement congolais et de restaurer la société de droit et instruire aussi l'éducation, le respect des femmes. Okay? Je vais vous dire, dans la société congolaise, pendant longtemps, la femme était considérée comme les piliers, on la respectait au point même que on nous enseignait quand on était jeunes de ne pas dire les organes génitaux de la femme, par respect. Et également, on éduquait aux jeunes gens tout simplement d'avoir accès à la sexualité une fois la période d'initiation terminée. Allez-y avec votre question, M. Batika. Je termine justement, ça vaut la peine, à mon humble avis, peut-être ce n'est pas une on est pressé par le temps. De réfléchir sur les alternatives pour restaurer une société de droit, un gouvernement qui défend l'intégrité et les Congolais et les Congolaises dans leurs droits en tant qu'êtres humains. Merci. Donc, on va terminer avec les panélistes. Emmanuel, par rapport à tout ce qui a été dit, et ça sera juste après, madame. OK. Donc, tout d'abord, je tiens à dire que ce qui a été nommé par M. Patrick Lecalax, notre pensée féministe, va dans le même sens. Maintenant, si j'amenais quelques compléments dans mes observations, je suis intéressée à entendre quels sont vos compléments à ma réflexion. Donc, si on regarde le problème à différentes échelles, donc si on part à une échelle d'individus, de société, puis finalement à l'échelle internationale. Si on commence par l'individu, on peut se questionner nous-mêmes. Moi, comment est-ce que je prends conscience de mes comportements au niveau de la violence, au niveau de l'égalité des sexes? Par exemple, quand je suis témoin de sexisme, de misogynie, d'inégalité, est-ce que je me positionne? Est-ce que j'ose prendre la parole pour enrichir la réflexion? Est-ce que moi-même, je perpétue des comportements de domination dans ma vie, dans mes relations? On part au plus petit noyau. Ensuite, on peut se demander, quand il y a des fausses croyances qui sont perpétuées au niveau des agressions, des violences sexuelles, est-ce que je suis capable de voir là où il y a des failles, ou est-ce que ce sont des mythes et préjugés? Est-ce que je les comprends, j'en suis consciente, et est-ce que j'ose me positionner pour échanger avec les autres, pour déconstruire ces fausses croyances-là? Au niveau de la pornographie, qui est vraiment un fléau, est-ce que je consomme de la pornographie?
Quand on observe la pornographie, on voit que ça maintient vraiment des rapports inégalitaires en général. C'est-à-dire que ce sont les besoins, limites et plaisirs de l'homme qui sont souvent mis de l'avant et la femme est comme un objet au service de l'homme. Donc ça, il y a un conditionnement. La plupart des personnes adolescentes consomment la pornographie et font leur éducation sexuelle de cette façon-là. Donc il y a vraiment quelque chose à se questionner sur notre rapport à la pornographie. Ensuite, comme j'ai nommé plus tôt, lorsque je suis témoin de différentes formes de violence sexuelle, est-ce que je deviens une témoin active ou actif ou je reste dans le silence? Est-ce que j'ose briser les tabous? Au niveau de l'exploitation sexuelle, est-ce que je vais devenir cliente ou client de femmes, d'êtres humains qui méritent leur intégrité sexuelle? Car à travers l'exploitation sexuelle, donc si je pense à la prostitution, bar de danseuse, massage érotique, je perpétue les inégalités et les violences en consommant ça. Ensuite, si j'élargis au niveau social, est-ce que dans ma présence sur les médias sociaux, j'ose me positionner? Ça, c'est au jour le jour. Est-ce que j'ose prendre part à des activités militantes? Parce que l'union fait la force. Il existe à Sherbrooke-en-Estrie, au Québec, des organismes qui vont faire la défense collective des droits, qui vont prendre des actions, qui sont souvent des organismes communautaires sous-financés. Est-ce que moi, je vais aller m'impliquer comme militante, comme bénévole, pour donner de la force à ce mouvement-là? Comme M. Patrick nommait, ça doit aller au-delà de que la prise de conscience individuelle, mais devenir un mouvement. Donc, plus qu'il y a de gens qui se joignent, plus le mouvement s'amplifie. Donc, par exemple, d'aller voir sur Internet quels sont les organismes communautaires qui défendent l'égalité des sexes, qui prennent part aux luttes féministes, qui défendent la lutte aux violences sexuelles. Quelles sont leurs activités? Quand est-ce que je peux y prendre part? Puis, ensuite, je dirais, au niveau des gouvernements, est-ce que j'essaie de prendre part au niveau municipal, de prendre la parole auprès du gouvernement au niveau provincial pour exiger des politiques qui respectent l'égalité des sexes? Donc, l'équité salariale, qui n'est pas là au Québec du tout, d'adapter, de demander à ce que le système judiciaire soit adapté, de demander à ce qu'il y ait une meilleure défense des droits. Donc, je dirais aussi une petite parenthèse en tant que consommatrice et consommateur, même si ça peut paraître un petit grain de sable. Donc, quand moi, j'achète des ordinateurs, des cellulaires, quand je consomme finalement des ressources naturelles, les minerais, je suis en train de prendre part à l'extraction de ces ressources-là, puis aux violences qui sont faites, par exemple, au Congo. Donc, d'avoir conscience de mes impacts de consommation à une échelle plus internationale et d'oser en parler, d'oser s'éduquer. Puis, bien, ce qu'on fait à l'échelle du CALAX et d'autres organismes, on va dans les écoles secondaires avec les ados, on va dans les cégeps, les universités, les milieux de travail, pour vraiment oser, comme vous disiez, M. Patrick, là, nommer les causes, les problématiques sociales, s'éduquer, cibler les problèmes à la source. Donc, plus on en parle, plus on se conscientise. Donc, ce sont des pistes que je vois. Peut-être que je vous inviterai à complémenter. On n'aura plus beaucoup de temps, donc Emmanuel va clôturer. Bon, en tout ça cas, sera commentaire, et puis là, on est à 50. Il n'y a pas beaucoup de temps parce que bon, il y a déjà quand même plusieurs personnes qui ont posé des questions sur est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place au niveau du Congo pour essayer de juguler un peu ces phénomènes. La réponse est oui. Écoutez, la Constitution, c'est le premier élément. Cette Constitution donne justement la responsabilité aux politiques d'éliminer toute forme de violence sexuelle. Mais est-ce qu'elle est respectée? Bon, vous en connaissez la réponse. En 2006 plutôt, il y a eu 2 lois qui ont été adoptées par le Parlement. C'est des lois qui, justement, modifiaient les codes pénals congolais ainsi que les codes de procédure pénale congolais. Mais est-ce que cela a été respecté? Vous en connaissez la réponse. Il y a eu en 2009 la stratégie nationale contre les violences sexuelles basée sur les genres. Ensuite, il y a eu une politique nationale du genre qui a été justement élaborée
dans le but d'essayer de faire quelque chose par rapport à ces phénomènes-là. Mais force est de constater que ces politiques et ces stratégies n'ont jamais été sérieusement mises en place, en fait, et respectées, mises en œuvre. Et ceux qui ont essayé, bon, souvent des ministres sont changés à tous les coups. Et on a nommé une conseillère spéciale auprès du chef de l'État en matière de violences sexuelles. Bon, elle a produit quelques rapports, mais je vous dirais que ce sont quelques-unes de ces actions-là, mais il manque cette volonté politique pour aller dans les fonds des choses. Et Patrick l'a si bien dit, au-delà de ces petites actions, il faut qu'on aille au fond de causes. Et moi, j'en appelle à toute la communauté universitaire. Pour cette conférence, nous avons invité tellement d'autorités, vous ne pouvez pas imaginer, même au niveau de l'université, des rapports ont été produits, on a contacté beaucoup de personnes, mais bon, je ne vais pas les blâmer, ils ont leur agenda. Mais une chose est sûre, pour terminer, nous sommes résolument déterminés à aller plus loin au-delà des conférences. Et j'en appelle donc à la responsabilité et à la mobilisation de chaque personne ici présente. Ça commence ici et ça va s'étendre jusqu'au-delà. Ça peut se faire en parallèle avec ce qui s'est fait au Congo, mais si nous-mêmes qui sommes ici, nous ne prenons pas sérieusement la mesure de la gravité de la situation, je vous assure qu'il n'y a rien qui va se passer. Donc moi, je suis quand même optimiste que quelque chose va changer, mais ça va changer dès lors que chacun ici et chacune ici présent et présente, on va prendre notre responsabilité de s'impliquer dans l'affaire. Vous savez, ça nous concerne. Le Congo peut sembler être très loin, mais ce qui se passe, ce sont nos sœurs, nos mères, nos cousines qui sont impunément violées. Et je pense qu'il faut que ça s'arrête et c'est vous et moi qui allons faire des changements. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Donc voilà, nous allons, pressés par le temps, on n'a pas tout dit bien entendu, donc on va clore la conférence. Patrick, merci beaucoup. En tout cas, prends rétablissement et puis que ça se passe bien de ton côté. Et on reste en contact, nous allons rétablir le contact, excusez-moi, je me répète, pour essayer de voir comment est-ce qu'on oriente la suite. Et ça a été pertinent tes propositions. Donc voilà, on va applaudir tout le monde. Donc merci beaucoup d'avoir participé. Et merci à la technique, ça a été vraiment apprécié. Les commanditaires, je n'oublierai pas, donc la Boulangerie du Feu, Action interculturelle, la FEAS, le CALAX, le Carrefour de Solidarité Internationale, la Communauté congolaise de l'Estrie, l'association étudiante, bien entendu, l'OPCC. Et donc voilà, Service à la vie étudiante, REMDUS. Donc j'espère que je n'ai oublié personne. Et voilà, donc merci beaucoup et on continue. À 2, à 3, à 4, à 5, on ne va pas lâcher. Merci. Et salutations aux femmes du Congo qui vont nous écouter. Bien évidemment. Des études de l'Université de Sherbrooke, dont je suis le président. Infiniment merci et au plaisir en tout cas de continuer la liste. Merci.